Bonjour à toutes et à tous. Hello and welcome everybody. Let's talk mobility. Le futur de la mobilité est au cœur de notre échange interactif aujourd'hui. Je suis Annette Burgdorf, journaliste franco-allemande. Je suis ravie d'être avec vous. Nous sommes en direct du siège mondial d'Edenred près de Paris et je suis avec trois invités. Donc Antoine Dumurgier, directeur général solutions de mobilité professionnelle d'Edenred, Feriol Maioli, directeur général d'Arval France et Mathias Wischra, directeur général adjoint du groupe SNCF. Bonjour, bonjour messieurs. Bonjour. Donc nous sommes en direct. J'ai dit, vous avez donc l'occasion d'envoyer vos questions maintenant. Vous pouvez les poser tout au long de cette émission. Nous avons 1 heure ensemble, donc vous allez répondre en direct. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? On va tout de suite commencer avec les questions. Donc vous êtes venu comment? Avec quel moyen de transport? Moi, je suis venu en autopartage et en véhicule électrique. Oh, bravo! Je suis venu en véhicule électrique. Je suis impressionnée. Moi, je suis venu en véhicule hybride. Je n'ai pas pu prendre le train parce que de Saint-Denis à ici, c'était un tout petit peu compliqué en termes de nombre de correspondances et j'ai voulu être là à l'heure, précisément à 17h. Il ne faut pas se justifier. Hein. Très bien, merci. Antoine, donc Edenred organise ce talk. Pourquoi? Quel est le lien en fait entre Edenred et la mobilité? Alors, la mobilité, c'est vraiment un sujet très important qui nous touche tous dans notre quotidien, avec des enjeux très importants. Ces jours-ci, on parle beaucoup des enjeux de coûts de déplacement, mais il y a également des enjeux de saturation des moyens de transport, des enjeux de pollution, des enjeux de santé publique. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde dans son quotidien. Et actuellement, la mobilité connaît une véritable transformation. Les voitures deviennent hybrides et puis électriques. Et puis également, il y a l'émergence des VTC, des voitures en libre partage, de l'autopartage, etc. Et Edenred, en fait, est au cœur de ces sujets. Alors, Edenred est plus connu pour ses tickets restaurants et ses chèques cadeaux Cadeos, mais ce qui est moins connu, c'est que nous sommes également un leader mondial des solutions de mobilité professionnelle. Donc, nous aidons, nous accompagnons les salariés au quotidien dans leurs déplacements professionnels. Et donc, c'est pour cela que nous avons organisé ce Let's Talk, et je suis absolument ravi d'accueillir aujourd'hui dans nos locaux de Malakoff, Feriol Maioli et Mathias Wischra. Mathias, justement, donc la SNCF fête cette année ses 80 ans, donc un grand événement. En 80 ans, vous êtes passé du train à la vapeur jusqu'au TGV avec des records de vitesse, presque 600 km/h. Donc l'innovation, c'est vraiment quelque chose qui vous parle. Donc c'est pour ça que vous avez accepté l'invitation? Oui, j'ai accepté l'invitation aussi parce que généralement, quand on parle de SNCF, on ne se rappelle pas vraiment les 4 lettres de cet acronyme, Société nationale des chemins de fer. On est de moins en moins une société unique, puisqu'il y a quasiment 1000 filiales. On est de moins en moins national, puisqu'on fait plus d'1 tiers de notre chiffre d'affaires à l'international. Et on est de moins en moins seulement chemin de fer, puisqu'on opère toutes les mobilités, du tramway, du métro, du bus, du vélo. Et donc, nous sommes vraiment sur toutes les mobilités. Et en ce qui concerne les innovations à venir, mais on en parlera tout à l'heure, il y a évidemment le train autonome. Et il y a aussi, d'un point de vue serviciel, tout ce qui représente la dimension de mobilité connectée, à travers une application, mais je sais qu'on y reviendra tout à l'heure. Très bien. Feriol, donc Arval, vous êtes un spécialiste de la location longue durée des véhicules, notamment de voitures, qui reste toujours très plébiscitée. Est-ce qu'il y aura encore des voitures? Et peut-être juste un mot sur Arval aussi et votre vision de l'automobile du futur. Alors, un mot sur Arval pour commencer, qui n'est pas un acronyme. Nous aurons 30 ans l'année prochaine, et depuis donc près de 30 ans, on accompagne nos clients et leurs collaborateurs dans leur mobilité automobile pour la permettre, la faciliter et puis de l'optimiser. Alors, vous l'avez dit à l'instant, parmi les différentes solutions qu'on propose, celle qui est la plus connue, c'est la location longue durée. Peut-être 2 mots, parce que je ne suis pas persuadé que ça parle à tout le monde. L'idée, elle est assez simple, c'est de proposer à nos clients pour généralement 3-4 ans, une location de leur véhicule, moyennant un loyer qui est fixe. Et pour ce loyer, ils peuvent bénéficier du véhicule qui est par ailleurs entretenu. Ça inclut tout un bouquet de services. Voilà ce qu'on propose majoritairement. Et
Oui, on pense qu'il y aura toujours des voitures et des automobiles demain. Est-ce qu'elles auront des roues? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y aura toujours des véhicules qui permettront d'aller d'un point A à un point B, qui transporteront quelques individus. Et on voit d'ailleurs que même si les choses commencent à changer, l'intérêt et le côté passionnel de l'automobile, enquête après enquête, subsistent. Auprès des jeunes aussi? Parce que c'est quand même aussi. une génération qui est en train qui veut plus acheter des voitures, c'est plus un statut pour ces jeunes-là. Et il y a plein d'autres moyens de transport. Il y a clairement un passage, c'est tout à fait vrai, de la propriété à l'usage. Ouais. Et de moins en moins, sans doute, les gens voudront acheter leur véhicule et préféreront le louer. Mais en revanche, y compris pour les jeunes, on voit qu'ils s'intéressent au sujet un peu plus tard. On dit et ils passent un peu moins leur permis, ou en tout cas dans les grandes agglomérations. Mais quand on creuse, on voit qu'ils finissent par avoir un besoin de mobilité qui est souvent bien couvert par l'automobile. Antoine, on est tous connectés. Vraiment. Et maintenant, bien évidemment, on parle de la voiture connectée. Est-ce que c'est une réalité déjà? Ça existe? Où en êtes-vous aujourd'hui? Et vous, peut-être, est-ce que vous avez, parce que non, c'est pour la véhicule électrique, je reviens sur ça. Donc, voiture connectée. Oui, la voiture connectée est une réalité. Et d'ailleurs, les gens qui conduisent leur voiture tous les jours n'en sont pas forcément conscients. Mais aujourd'hui, les voitures envoient des centaines d'informations vers le constructeur. Et grâce à cette connectivité, on roule de manière plus sûre, nous sommes plus en sécurité, on a de meilleurs systèmes de guidage, on peut également avoir du divertissement à bord. Et dans le monde de l'entreprise que nous connaissons bien chez Edenred, ces données connectées permettent par exemple à des gens qui ont des flottes de véhicules ou de camions d'anticiper des besoins de maintenance. Par exemple, pour un transporteur routier, il n'y a rien de pire que d'avoir un camion plein d'un chargement arrêté au bord de la route, immobilisé. Et en matière de maintenance, il vaut bien mieux prévenir que guérir. Est-ce que vous avez des services que vous proposez concrètement? Oui. Alors, oui. Absolument, la connectivité permet également de payer différents services dont vous avez besoin pour votre véhicule. Le premier étant évidemment le carburant. Donc actuellement, nous travaillons sur des nouvelles manières de faire le plein et de payer à la station-service. Grâce à la connectivité, quand vous allez arriver dans une station-service, votre ordinateur, le petit écran dans la voiture, il y aura une petite fenêtre qui va s'ouvrir en disant « Bonjour, vous êtes à la station Shell. À quelle pompe voulez-vous aller ?» Alors, je veux aller à la pompe numéro 3. Et là, tout va se faire automatiquement. Le paiement aura lieu avec votre carte bancaire que vous aurez préalablement enregistrée. Et vous n'aurez plus qu'à vous servir, faire le plein, partir sans vous préoccuper du règlement et vous recevrez une facture électronique. Mais je ne peux pas encore payer avec la voiture. Il faut toujours le téléphone. Est-ce que ça, c'est aussi... Ça arrive dans la voiture. Donc, sur le téléphone, ça existe déjà. Et très bientôt, ce sera dans le petit écran qu'on trouve au centre de la voiture. Donc, vraiment, la voiture connectée permettra de payer. Et la voiture connectée aujourd'hui, est-ce qu'elle est plus chère? Parce que le prix, c'est toujours important pour justement rendre accessible ça à un grand public. Non, c'est une très bonne question. Je dirais qu'en matière d'automobile, c'est toujours un petit peu pareil. L'innovation arrive en général par le haut de gamme, descend dans le moyen de gamme et finit par être dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et en général, ça finit par être inclus dans le prix général de la voiture. Donc ce sera accessible à tout le monde, effectivement. Et donc le retour de vos clients, par exemple, qui ont ces propositions, ces solutions, ils sont contents? Ils vous demandent plus? Oui, parce qu'en fait, cela rend la vie plus facile. Aujourd'hui, il faut sortir une carte, il faut éventuellement rentrer dans la boutique, mettre dans un terminal. Donc, en fait, Edenred cherche toujours à créer des solutions plus simples pour rendre la vie des salariés plus facile au quotidien. On est tous très occupés, on a tous peu de temps. Et donc, je dirais, chaque minute gagnée compte. On reste dans la voiture avec vous, Ferriol. Donc, quelles sont les technologies qui sont rentrées dans vos voitures? Qu'est-ce que vous proposez? Je pense qu'il y a deux grandes familles de technologies qui rentrent dans la voiture ou qui viennent de rentrer et qui vont continuer à rentrer dans la voiture. La première, c'est celles qui vont permettre de plus en plus l'autonomie du véhicule. Il y a déjà beaucoup de choses dans les voitures aujourd'hui qui permettent de se garer plus facilement, de faire un certain nombre de choses, de rester dans une voie. Et on sait qu'on va aller de plus en plus vers les degrés les plus élevés et donc vers une autonomie totale des véhicules. Je pense que c'est une grande famille de technologies qui rentrent de plus en plus dans le véhicule. Et puis la deuxième, c'est celle que Antoine a commencé à mentionner, c'est ce qui permet de connecter la voiture au monde extérieur. Alors nous, chez Arval, on a fait le choix de développer notre propre technologie
nous permettant de connecter les voitures qu'on loue à nos clients avec plusieurs objectifs. Il y a évidemment celui du service qu'Antoine a mentionné. Je le disais en introduction, les clients qui font appel à nous, ils ont plusieurs raisons, mais ils veulent notamment ne pas s'occuper ou le moins possible de leur véhicule, et juste pouvoir l'utiliser. Et si on peut, nous, comprendre ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train de se passer pour le véhicule, ça nous permet d'anticiper, ça nous permet de prendre encore plus la main et d'apporter encore plus de services. Donc il y a cette dimension-là. Il y a évidemment aussi ce qui concerne le conducteur lui-même. Quand on s'adresse à nos clients, on leur dit qu'on s'occupe de leur voiture et d'eux, conducteurs et clients. Et évidemment, connecter le véhicule, ça peut non seulement permettre de mettre davantage en sécurité le conducteur, qui est un élément important pour nous et pour nos clients, mais ça peut aussi nous permettre de mieux comprendre comment est-ce qu'il se comporte au volant. On sait que l'accidentologie, voire la mortalité en voiture reste importante. Pour beaucoup, notamment dans le monde de l'entreprise, c'est un outil de travail. Souvent, on forme les gens à leur outil de travail. Et on peut très bien imaginer, on ne le fait pas suffisamment aujourd'hui, former les gens à la conduite automobile, et autant le faire de manière appropriée. Et pour ça, il faut savoir un peu comment ils se comportent au volant. Donc on connecte de plus en plus nos véhicules pour tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices. Vous aviez évoqué les coûts, mais il y a aussi beaucoup de bénéfices à connecter les véhicules. Beaucoup de bénéfices, mais en même temps, c'est-à-dire la connexion, il y a des datas que vous collectez. Comment vous les collectez en fait? Ils sont stockés après où? Qu'est-ce que vous faites avec les datas après? C'est la grande discussion. Est-ce que ces datas, vous les utilisez justement juste pour informer le conducteur ou qu'est-ce que vous en faites après? Alors, on équipe les véhicules en accord avec nos clients, on collecte les données en accord avec nos clients et la réglementation, et puis on les traite, on les utilise en fonction de l'usage qu'ensemble on décide d'en faire. On peut se limiter à de la maintenance préventive, par exemple, et puis on peut éventuellement aller plus loin en fonction des besoins des uns et des autres. Donc vous voyez aucun danger pour cette masse de data que vous collectionnez? Non, il y a forcément, dès qu'on parle d'innovation, Mathias en parlait tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas imaginer de l'innovation sans aucun danger. En revanche, il y a au moins autant de bénéfices, et c'est tous les bénéfices, y compris pour, à nouveau, la santé des conducteurs qui justifient qu'on s'intéresse à ces données. Je pense aux assureurs. Est-ce que si on va plus loin, est-ce qu'il y a après des bonus, des malus pour, je ne sais pas, une mauvaise conduite, une bonne conduite? Est-ce que ça va se faire ou ça se fait? Non, parce que on ne rentre pas dans une individualisation du comportement, ce que nos clients ne veulent pas faire, ce que les conducteurs ne souhaitent pas, et donc on n'en est pas et on ne souhaite pas rentrer dans ce genre de choses. On reste à un niveau agrégé de flotte pour nos clients. Merci. Donc Mathias, on va parler des trains, surtout des utilisateurs. Est-ce qu'il y a des nouvelles pratiques? Qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui, les utilisateurs, quand ils prennent le train? Et qu'est-ce que vous proposez? Ce qu'ils demandent surtout, c'est d'être utilisateur au singulier et pas utilisateur au pluriel. C'est-à-dire qu'en fait, un de nos enjeux, et la data y contribue, les innovations aussi, c'est d'individualiser les trajets et d'avoir un rapport individualisé à nos clients. C'est difficile quand vous avez 5 millions de clients par jour. Ça s'appelle l'individualisation de masse. C'est un thème un peu barbare, mais qui montre bien les enjeux à la fois d'individualisation et de gérer le mass transit. On a plusieurs usages pour cela. Et pour celles et ceux qui ont subi la grève pendant 3 mois, ils ont pu se rendre compte que, par exemple, on avait réussi pour les TGV et les intercités à prévenir par des textos et par des mails, 24 heures, 48 heures avant, de la tenue ou pas du train le jour de la grève. Ça, c'était un élément très important parce que ça crée le rapport de confiance qui n'existait pas en 2016, où les gens, pardon pour l'expression, se pointaient à la gare et le nez en l'air attendaient de savoir si leur train partait ou pas. Donc, on a individualisé le rapport en ayant une information plus précise et en ayant aussi notre application SNCF, 11 millions de personnes l'ont déjà téléchargée, qui, la veille de chaque conflit ou de chaque grande perturbation, donnera le plan de transport du lendemain. Donc, en réalité, pour nous, un des enjeux des technologies, c'est d'individualiser la relation pour garder, malgré les aléas, cette dimension de confiance.
Plus concrètement maintenant, moi j'utilise beaucoup le train, donc le Wi-Fi par exemple dans le train, j'ai envie qu'on s'occupe de moi, qu'on me propose des services. Le Wi-Fi, je veux me connecter, ça ne marche pas. Eh ben voilà, alors à quand sera le Wi-Fi disponible pour tout le monde, gratuit et vraiment on n'a plus de réseau, qu'on traverse la France, ça c'est ce qu'il faut savoir, c'est individualisé. que vous avez totalement raison, il faut le Wi-Fi dans le train, parce qu'on a pu se rendre compte que par exemple il y avait des gens qui préféraient prendre le bus, même si c'était plus long, parce qu'il y avait le Wi-Fi à bord. Ouais. Donc c'est un élément également de part modale que l'on peut gagner, y compris par rapport au bus par exemple. Il faut savoir que c'est un programme pour nous de près d'1,5 milliard d'euros, le déploiement du Wi-Fi. C'est quelque chose de très compliqué dans les trains, parce qu'en plus, quand certains trains ont été construits, les outils utilisés ne permettaient pas forcément une bonne connexion, etc. Bref, donc pour répondre à votre question, parce qu'il ne faut pas que je l'élude quand même, on a en gros un plan qui fera que 100% des TGV seront connectés au Wi-Fi d'ici moins de 2 ans. Et on développe aussi en parallèle un plan pour les TER, les trains régionaux, pour faire en sorte qu'effectivement on ait la plus grande couverture possible en Wi-Fi. C'est pour nous absolument essentiel. Et c'est un avantage comparatif par rapport aux autres modes de transport. Bien sûr. Et peut-être un peu aller encore plus loin côté service. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer un train qui met à la disposition des voyageurs des tablettes dans les bars, je ne sais pas, ou même dans les trains, dans toutes les places? Est-ce que ça, c'est envisageable? Oui, on est en train de développer. En fait, pour la grande vitesse, on avait trop de gammes de prix différentes, c'était pas assez clair. Donc maintenant, nous, on veut aller sur 2 gammes différentes. Le Ouigo, qui est le train low cost de la grande vitesse, qui représentera 25% de la grande vitesse, donc avec peu de services, parce que vous payez très peu cher, 5 € pour un trajet pour un enfant, c'est quand même très peu cher. Et le TGV Inouï, qui pour l'instant n'est que sur 2 lignes, dont Paris-Bordeaux, et qui va de plus en plus se développer. Donc oui, avec TGV Inouï, qui va représenter 75% de l'offre d'ici 2 ans, on aura la possibilité d'avoir de plus en plus de gammes de services. Déjà, dans le TGV Inouï, il y a plus de gammes de services. Vous pouvez être servi à table, il y a toute une série de services additionnels. Donc oui, ça, c'est des éléments de réflexion qu'on a pour, encore une fois, gagner sur les autres modes de transport. Aujourd'hui, le train, ce n'est que 10% des transports motorisés, au sens large. Et donc, évidemment, on veut accroître cette part-là, et on l'accroîtra en ayant ce type de service à bord. OK. Merci. J'ai reçu pas mal de questions, donc je vais prendre d'ailleurs un grand merci à vous tous et allez-y, continuez à envoyer des questions. Une question de Cédric, jusqu'où aller dans l'intelligence artificielle au niveau des transports? Quel équilibre entre gain d'efficacité et danger pour les usagers? Alors, je peux répondre rapidement là-dessus. Nous, par exemple, on a une cellule de 20 personnes en intelligence artificielle, uniquement dans la partie service pour Oui.SNCF, Oui.SNCF, qui est le site de commerce, qui est le premier site d'ailleurs de e-commerce français. Et donc on commence à développer les chatbots pour avoir une relation de premier niveau avec la clientèle qui puisse être traitée par de l'intelligence artificielle. Donc ça, on le développe. Après, on fait évidemment très attention, notamment sur la question des données personnelles, parce que entre le fameux RGPD qui s'impose à nous et évidemment d'autres contraintes que l'on peut avoir, il faut évidemment que cela se fasse sans avoir des risques de perte de données personnelles ou en tout cas d'empiètement sur des données sensibles. Moi, je rajouterais qu'il y a effectivement un enjeu pour nous tous à faire très attention à avancer, mais à faire très attention. Je pense qu'au-delà du RGPD qui s'impose à nous, je pense qu'une partie des solutions qui existeront demain pour répondre aux challenges de mobilité qu'on voit bien et qui sont inéluctables, peuvent effectivement être tellement nouvelles qu'elles peuvent éventuellement faire peur. Je pense que l'idée de confiance restera très importante. C'est vrai dans le transport aérien, c'est vrai dans le train, c'est vrai dans l'automobile, et qu'il faudra à chaque instant qu'on arrive à maintenir ou à gagner la confiance de ceux qui prendront ces transports-là. Et donc, l'intelligence artificielle peut apporter des solutions, mais qu'à chaque instant, il faut qu'on fasse attention à garder ce lien de confiance. Ouais. Vous voulez ajouter? Oui, peut-être pour compléter, je ferai volontiers le lien avec le sujet du véhicule autonome que Ferréol a évoqué avant. Donc, les voitures deviennent de plus en plus intelligentes et c'est basé sur de l'intelligence artificielle. Et le futur qui s'annonce peut-être d'ici 10 à 15 ans, ce sont des voitures sans volant, sans pédale, qui roulent entièrement toutes seules avec des logiciels d'intelligence artificielle qui prendront toutes les décisions nécessaires. Et donc le sujet de la confiance est absolument clé. Mettrons-nous nos enfants dans une voiture
voiture conduite par un ordinateur. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore un peu du mal à l'imaginer. Justement, est-ce que vous pensez qu'on peut commander, dans les prochaines années, une voiture autonome avec son smartphone? Alors absolument, donc l'autonomie existe déjà partiellement, c'est-à-dire qu'il y a des voitures qui peuvent déjà suivre la voiture devant, éventuellement doubler une voiture. Aujourd'hui, il faut toujours qu'il y ait un conducteur derrière le volant, vigilant, prêt à réagir en cas de besoin. Mais il existe actuellement beaucoup d'argent investi par des grands constructeurs et des sociétés comme Google pour avoir des voitures totalement autonomes. Et quand on commence à réfléchir à ce que ça veut dire un certain nombre de choses. Premièrement, peut-être que des enfants qui naissent aujourd'hui ne passeront jamais leur permis de conduire, puisque le temps qu'ils arrivent à l'âge de 18 ans, les voitures seront autonomes. Ça pose également des sujets de responsabilité. Quand il y aura un accident, qui sera responsable? Est-ce que la personne qui est dans la voiture, le constructeur, la personne qui a développé... Justement, la question de Julie, qui serait responsable en cas d'accident impliquant un ou des véhicules autonomes? C'est une très bonne question. Il n'y a pas de réponse. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de réponse. Je pense que des armées d'avocats et de juristes et de gens très intelligents vont se pencher sur ces questions. Il y a même des questions qui vont encore au-delà et encore plus impliquantes, qui sont des questions éthiques fondamentales. Imaginez qu'un véhicule autonome se retrouve dans une situation de péril immédiat ou de péril mortel et qu'il doit choisir entre écraser un piéton ou bien rentrer dans un mur au risque de tuer le passager. Il y a des comités éthiques qui font que ça, qui réfléchissent à ces questions-là, ça c'est sûr. Et la voiture autonome dans l'environnement de l'entreprise, c'est... Alors, si on suppose que les technologies seront mûres, que la confiance sera là, ça va être un avantage extraordinaire pour les salariés. Edenred s'occupe à la fois de la mobilité entre le domicile et le lieu du travail et la mobilité pendant la journée de travail. Pensez aujourd'hui au nombre de gens qui passent 1 heure, 1 heure et demie dans leur voiture matin et soir. Si la voiture roule toute seule, demain, ces gens pourront lire, pourront finir leur nuit éventuellement, pourront éventuellement préparer des dossiers. Ou même pendant sa journée de travail, un commercial qui doit faire 3 rendez-vous pourra préparer ses rendez-vous entre 2 réunions dans sa voiture. Donc ça va bouleverser notre vie. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment une demande de la part des utilisateurs ou il y a encore beaucoup d'appréhension? J'aurais tendance à dire, est-ce qu'en 2005-2006, les gens demandaient un téléphone qui permettrait de regarder la télévision sur son iPhone? Je pense que si on avait fait un sondage, à mon avis, personne n'imaginait que ça pouvait arriver et finalement l'adoption a été massive. Je pense que c'est un peu pareil dans le véhicule autonome. Je pense que personne aujourd'hui n'imagine monter dans une voiture sans volant ni pédale, donc nous verrons. Oui, en fait, ce que je constate, j'ai animé les assises de la mobilité pour le ministère et en fait, il y a, tout le monde constate, il y a beaucoup de tests, mais il n'y a pas encore ou très peu de réalisations. Et ils ont parlé d'un exemple de la ville en Suisse de Sion, où il y a un bus depuis quelques années qui circule sans accident et ça se passe très bien. Pourquoi pas plus? L'université de Michigan qui a construit toute une ville pour tester ça. Mais pour le moment, ce n'est pas encore en réalité. Pourquoi? Trop de problèmes éthiques, responsabilités à régler? Moi, je pense effectivement que le sujet n'est plus ou ne sera rapidement plus la technologie et qu'elle est aujourd'hui développée, que les constructeurs, que les grands acteurs de technologie la maîtrisent ou sur le point de la maîtriser. La difficulté, elle reste dans la capacité des utilisateurs à adopter ces nouvelles technologies. Alors, il y a des tests en France aussi. Il n'y a pas qu'aux États-Unis ou en Suisse. Il y a une navette qui circule à La Défense, pas très loin d'ici. C'est sans doute le prélude à d'autres navettes autonomes avant plus de véhicules autonomes. Mais je pense qu'il y a une phase d'adoption qui va être effectivement un peu longue. Donc vous vous intéressez à ce sujet-là chez Arval? On s'intéresse à ce sujet. Évidemment, dans quel cadre? on peut pas passer Comment où en êtes-vous côté. aujourd'hui? On n'a pas de demande de nos clients parce que je pense qu'effectivement, on peut éventuellement la créer parce que je pense que le sujet est encore trop lointain pour qu'il y ait une demande véritablement exprimée. En revanche, on voit bien que ce sujet-là, vraisemblablement, permettra de répondre à un certain nombre de leurs attentes. Celui qu'Antoine mentionnait, de meilleure utilisation du temps consacré à l'entreprise d'une part, mais également celui de la sécurité. Et il n'est pas impossible
l'homme est faillible, la machine peut l'être aussi, mais il n'est pas impossible que, j'évoquais tout à l'heure la mortalité, l'accidentologie, il n'est pas impossible que le véhicule autonome, lorsqu'on aura atteint les meilleurs niveaux, permette de faire chuter la mortalité automobile. Et donc évidemment, ça intéresse nos clients. Ouais. Mathias, j'ai une question avant de vous faire rebondir sur le train autonome. J'ai plaisir à travailler dans le train, outre les espaces pro première et l'arrivée du Wi-Fi. Est-ce que le TGV Inouï de demain aura un agencement pensé pour les travailleurs? C'est déjà en partie le cas, mais s'il y a des propositions faites par la personne qui a posé une question, on est tout à fait preneur. On est en co-construction et en collaboration. C'est vrai, comment on peut justement intervenir? Objectivement, dans les trains Inouï, vous avez un design et des tablettes qui sont quand même bien prévues pour l'ordinateur individuel. Vous avez systématiquement les prises qui vont bien. Vous avez évidemment la Wi-Fi. Mais s'il y a des propositions... En fait, justement, vous travaillez comment? Vous dites co-construction? Oui, on travaille beaucoup en co-construction, notamment pour le TGV du futur. On a annoncé 100 nouvelles rames qui seront du Inouï++ et qui permettront effectivement, sur l'ergonomie notamment, à l'intérieur, d'avoir un travail de co-construction avec des associations d'usagers, avec toute une série d'acteurs. Évidemment, de plus en plus, c'est une innovation ouverte que l'on met en place. Ce n'est pas tout seul que l'on fait les choses, en particulier en matière d'usage et de design. J'ai une question d'Alice. Bonjour, quel avenir pour les usagers en situation de handicap, véhicules autonomes, accès aux taxis, etc. Justement, quelles sont les limites? On parle beaucoup, voilà, on veut tous avoir accès à ça et finalement, il y a des gens... c'est une question en handicap. Est-ce qu'on le pense? Juste en un mot, dans le monde de l'entreprise, il peut arriver qu'un collaborateur se soit cassé une jambe ou un bras en écharpe ou ait un trouble physique plus sérieux ou plus pérenne. Et donc je pense que l'autonomisation des véhicules facilitera la mobilité et donc l'intégration dans le monde professionnel de ces personnes-là. Vous voulez? Et je pense que, pour compléter, je pense que ce qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire le passage progressif de la propriété d'un véhicule, qui est donc ce qu'il est et qui reste ce qu'il est, vers une logique de location, voire même d'usage de différents types de véhicules en fonction de différents types de besoins, répondra aussi à cette problématique, que ce soit pour des usages permanents ou temporaires, et pouvoir passer d'un véhicule à un autre, parce qu'à un moment on a besoin d'autre chose, sera davantage possible demain. J'ai travaillé à Paris, mais je vis en province. Je prends tous les jours ma voiture pour aller à la gare. Comment feront les jeunes demain sans permis de conduire demain en province? Là aussi, est-ce que voilà, est-ce qu'il y a justement la mobilité, tout ce qu'on dit, c'est en ville? Encore une fois, on anticipe apparemment sur un des sujets dont on va parler, qui est la connexion des mobilités. En réalité, si on veut que l'usage de la voiture individuelle baisse, qui représente 85% des trajets aujourd'hui, et si on veut faire en sorte de pouvoir se déplacer facilement sans avoir le permis de conduire, un des enjeux, c'est que les transports publics au sens large se connectent les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on ait la possibilité assez facilement d'avoir ce qu'on appelle du sans couture, d'aller d'un point A à un point B. Vous commencez par un VTC partagé, puis vous continuez avec un train, puis vous arrivez sur un tramway, et enfin vous arrivez chez vous. Bref, c'est toute une solution de mobilité connectée, parce que sinon la voiture restera quand même le mode de transport le plus facile pour aller d'un point A à un point B. Donc le vrai enjeu, c'est celui-ci. Mathias, juste sur le train autonome, on va clôturer ce sujet de l'autonomie. C'est vraiment un sujet très intéressant pour nous parce qu'il mêle de la technologie, évidemment des sujets de ressources humaines, des sujets de peur, etc. En réalité, le train autonome, on s'est fixé un cap qui est, dès 2023, d'avoir les premiers trains autonomes pour le transport de marchandises. Donc on travaille là-dessus avec Alstom et avec Altran notamment. Et puis, pour le transport de personnes, avec Bombardier et Thales, on a 2 programmes en parallèle et en 2023, nous pourrons avoir les premiers trains autonomes. Trains autonomes, il faut savoir que ça se rapproche plus du véhicule autonome que du métro automatique. Parce que le métro automatique, finalement, vous êtes en milieu totalement clos et il n'y a pas de risque d'obstacle, etc. Donc le train autonome demande en fait un niveau d'autonomie et donc un niveau technologique assez élevé. Pas autant, évidemment, que le véhicule individuel, mais ça se rapproche plutôt de ça que du métro automatique. Pour nous, ce qui est très important, c'est évidemment d'avoir une meilleure régularité, parce
quand vous avez des trains autonomes, on le voit dans le métro, sur la ligne 1, on voit qu'il y a l'automaticité fait aussi la régularité. C'est plus de sécurité, et puis c'est aussi d'un point de vue écologique en fait meilleur, puisqu'en fait il y a une fluidité du trafic qui fait que vous utilisez moins d'énergie. Donc on développe ça, ça suscite évidemment quelques craintes en interne, et c'est normal, savoir quid de ce que deviendront les conducteurs. Justement, j'ai une question là-dessus. Oui, mais alors, les conducteurs de train, qu'est-ce d'abord, qu'ils deviennent? on commencera en 2023, et le temps que ça se déploie, ça va prendre au moins 2 décennies. Hein, donc, ce n'est pas pour tout de suite qu'on remplace entièrement tous les conducteurs, sachant qu'ils ne seront pas remplacés. Je vous rappelle que, concernant les conducteurs, on avait un terme avant, on disait les mécanos. Les mécanos, quand vous regardez notamment La Bête humaine avec Gabin, et bien, vous voyez, c'est un mécano, c'est-à-dire que c'est un mécanicien au sens plein du terme, qui fait plein de choses, dont conduire le train, mais il fait d'autres choses. Eh bien, on aura toujours quelqu'un à bord. Parce qu'on ne peut pas laisser un train, notamment un TGV, à 300 et quelques km/h, sans aucune responsabilité mécanique, technique à bord. Donc il y aura toujours un besoin humain. Mais le métier risque, pour certains d'entre eux, et ça va être évidemment très progressif, de changer. Oui. Et donc, 2025, le TER, ce que j'ai lu, le TER... Dès 2023. 23, c'est Ouais. TER. TGV. Dès 2023, TER. TGV, ce sera effectivement à partir de 2025. Donc, vous avez avancé la date. Dans la presse, c'était 25. Alors, c'est 20... C'est de plus en plus rapide, la SNCF. Vous avez raison. C'est 2025 pour industrialiser le processus. Okay. En 2023, on aura des prototypes qui seront capables de le rouler à la fois pour train de marchandises et train voyageurs. Ce sera un TER d'un côté et un train de marchandises de l'autre. Et à partir de 2025, on pourra commencer à industrialiser le processus. OK. Et le TGV autonome? Le TGV, à partir de 2025, on pourra commencer à regarder aussi. Mais c'est vraiment très progressif. Hein. OK. Et quelles sont les conséquences sur le réseau, sur les villes? Est-ce que le réseau est prêt à accueillir ces trains autonomes? Qu'est-ce que ça change en fait? En fait, ce qui change, c'est qu'on va notamment avoir un programme, pardon pour le jargon, hein, c'est ERTMS, qui est un programme d'adaptation du réseau qui permet d'avoir plus de fréquences. Parce que l'intérêt de l'autonomie, c'est notamment d'accroître la fréquence des trains. Sur un Paris-Lyon, par exemple, aujourd'hui, sur une heure, vous n'avez que 13 trains par heure. Avec ERTMS, on pourra passer de 13 à 16, puis on pourra encore augmenter la fréquence. Et donc, c'est un réseau qui va être plus capacitaire avec les trains autonomes. Donc, il faut qu'on adapte le réseau, effectivement, à cette augmentation de capacité, à cette augmentation du nombre de trains. Parce qu'en plus, puisque la concurrence arrive, on aura aussi plus de concurrents, donc plus de trains et donc plus d'offres pour les clients. En fait, c'est ça qui change entre un train avec conducteur ou sans. C'est vraiment pour augmenter... Pour augmenter la régularité, pour augmenter la fréquence, donc plus de trains sur les lignes, et pour augmenter la sécurité. Qu'est-ce que vous pensez du Hyperloop? Alors Hyperloop, nous on est actionnaire d'Hyperloop. On a mis... Peut-être un mot sur Hyperloop, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît. Oui, alors il faut savoir que c'est un projet absolument fou qui consiste dans un tube à faire, pas réellement rouler, à faire avancer un train, voler quasiment, à plus de 1000 km/h. C'est une technologie qui nous intéresse beaucoup parce qu'elle est en totale open innovation. Donc ça veut dire qu'on peut bénéficier, avant même que l'Hyperloop existe, de recherches qui peuvent nous intéresser sur des segments actuels d'activité et de technologie. Pour l'instant, on se rend compte que c'est très efficace, notamment pour le transport de marchandises. La question de la capacité humaine à encaisser le choc des 1000 km/h dans un tube n'est pas encore totalement comment dirais-je, on n'a pas écarté tous les problèmes, notamment. Voilà. Donc, recherche très intéressante par tous les effets de bord que ça nous amène, notamment en matière de technologie. Pour l'instant, on sait que sur la marchandise, ça marche sans problème. Sur les passagers, les recherches continuent. Et encore une fois, SNCF est partenaire de cette innovation. Musk. Exactement. Et donc vous êtes aussi avec lui pour partir en Mars? Non, là on n'est pas. On a diversifié la gamme de mobilité, mais on n'est pas allé jusqu'à l'espace. Ça, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Après, on part avec SNCF sur la planète Mars. Et Antoine, donc on a déjà mentionné la multimodalité. Est-ce que vous pouvez dire un mot? Qu'est-ce que ça représente pour vous, pour Edenred? Oui, la multimodalité, c'est vraiment quelque chose qui se développe énormément, et notamment grâce à la technologie qui permet, en fait, grâce à une application mobile, d'accéder facilement à toutes sortes de moyens de transport, qui peuvent être les transports publics, mais également taxi, VTC, vélo, trottinette, tout ce qu'on peut imaginer, location de voiture, tout ce qu'on peut imaginer.
Et donc, c'est une tendance qui se développe très fortement. Et au-delà de l'application mobile, il y a également des nouveaux modes de consommation des transports qui apparaissent. Soit je vais consommer à l'usage, ou bien je vais m'abonner mensuellement. Il y a aujourd'hui des startups, plutôt dans le nord de l'Europe, qui vous proposent un abonnement, alors 100 euros, 200 euros, 300 euros par mois, qui va comprendre un grand nombre de moyens de transport différents. Et donc finalement, alors 300 euros, ça peut paraître, c'est une somme importante, mais si vous regardez aujourd'hui ce que vous coûte votre voiture, plus un peu de taxi, plus un vélo, etc., en fait, on est rapidement dans ce genre de budget. Et je crois que ça répond aussi à une tendance de l'époque où maintenant on s'abonne pour la musique en ligne, pour la vidéo en ligne, etc. Oui, donc demain, exactement. on s'abonnera pour le transport, comme on s'abonnait avant pour la carte Navigo ou des choses comme ça. Et quels sont justement, vous avez mentionné les pays nordiques, quels sont les pays le plus en avance Alors, Suède, Finlande, ça arrive au Danemark, en Angleterre. Et nous-mêmes, on a un projet très intéressant qui va démarrer en Belgique en début d'année prochaine, qui est en fait un projet à dimension écologique. Il se trouve qu'en Belgique, énormément de salariés ont une voiture de fonction, qui donc aujourd'hui pollue entre guillemets. Et donc le gouvernement belge a voulu mettre en place un programme qui incite les salariés à prendre une voiture plus petite, moins polluante, voire à ne plus avoir de voiture du tout. Ça n'existe pas encore, donc vous allez. Alors on lance lancer ça début 2019 et Edenred va distribuer dans les entreprises une carte de paiement de transport qui sera alimentée par l'employeur chaque mois. Et donc l'employé aura un budget transport de 100, 200, 300 euros qui l'incite à renoncer à son véhicule. Donc c'est une expérience très intéressante, très importante et donc rendez-vous au premier trimestre prochain. Et qu'est-ce que vous pensez des drones? On parle beaucoup des drones comme moyen de transport. Est-ce que ça c'est un gadget Alors, à titre personnel, je suis fasciné par ce sujet. Quand on parle de multimodalité, aujourd'hui, effectivement, on roule beaucoup, que ce soit en voiture ou en train. Demain, on va voler. Il y a beaucoup de sociétés actuellement qui développent des drones pour humains, pour personnes, donc comme un petit drone de loisir, mais en beaucoup plus gros, pour mettre 2 ou 4 personnes à l'intérieur. Des milliards de dollars sont investis sur ces sujets actuellement. Et une société comme Uber a développé un concept de vertiport. Donc désolé de ce néologisme. En fait, ce seront concrètement des tours en milieu urbain, sur le sommet de laquelle il y aura une plateforme de décollage, comme une plateforme d'hélicoptère. Et l'idée d'Uber que je trouve fascinante, c'est qu'un VTC Uber viendra vous chercher à votre domicile, vous emmènera dans cette tour, vous prendrez un drone pour traverser la ville, et de l'autre côté, une voiture vous emmènera à votre point de destination. C'est génial, mais c'est Uber, donc est-ce qu'il ne faut pas développer un MaaS, Mobility as a Service, à la française, au lieu de laisser tout ça à Uber et à Google? Je ne sais pas. Oui, nous, c'est ce qu'on souhaite faire. En réalité, on s'est rendu compte que notre principal concurrent, c'est Google sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle, en mars 2019, on va lancer en fait un assistant personnel de mobilité qui connectera dans un premier temps nos mobilités à nous pour proposer une logique de point à point ou d'adresse à adresse. Vous aurez juste enregistré une fois votre numéro de carte bleue et vous ne paierez pas, quels que soient les modes de transport que vous utiliserez. Notre idée, c'est quand même aussi de l'élargir à d'autres. On a déjà commencé à avoir un partenariat avec Blablacar. On rentre au capital de Blablacar et donc Blablacar fera partie de notre proposition d'offre de mobilité. Et effectivement, il en va vraiment d'un enjeu très important à la fois écologique, de thrombose des villes, etc., de faire en sorte que les mobilités partagées, collectives, publiques, puissent être suffisamment user-friendly, j'allais dire, pour concurrencer la voiture. Et donc nous, c'est pour ça qu'on commence dès mars 2019 à avoir cet assistant personnel de mobilité sur une logique de plan, book, pay, ticket. Super. Feriol, vous, la multimodalité, qu'est-ce que ça vous parle, j'imagine? Qu'est-ce que vous faites avec ça? On l'a fait rentrer dans l'entreprise. C'est vrai que c'est une réalité aujourd'hui, peut-être davantage pour le particulier. Notre cœur de métier, c'est encore aujourd'hui la modalité des entreprises. Et donc, on l'a fait rentrer dans l'entreprise. Notre spécialité, c'est le véhicule, mais ça devient de plus en plus les véhicules avec des roues. Et aujourd'hui, on accompagne nos clients au-delà de l'automobile, de la voiture, pour qu'ils puissent, pour que leurs collaborateurs
puissent se déplacer avec un vélo. On fait du vélo partage, Quoi d'autre? en Quels sont les autopartage, modes? des Ouais. trottinettes. Ah bon, et ça c'est utilisé, les gens? Un peu. Ça commence, Mais en tout cas, c'est proposé. Alors c'est proposé, on a des clients qui ont commencé à adopter, mais le vélo partage devient une réalité. Il y a des trajets assez courts, parfois au sein même de l'entreprise, entre différents bâtiments, qui sont plus faciles en vélo qu'à pied, qui ne nécessitent pas une voiture. Et donc c'est la modalité, la multimodalité au sein de l'entreprise. J'ai une question pour vous. Si la tendance est à la disparition du véhicule individuel, tant au niveau des particuliers qu'au sein des entreprises, avec le développement des visio et webconférences, quel avenir et quels enjeux demain pour des entreprises comme Arval? Alors, je pense qu'effectivement, les choses vont changer demain. Je ne sais pas si on ira jusqu'à remplacer tous les déplacements et qu'on fera que des visios. On a évoqué tout à l'heure le fait que, si j'ai bien compris, on est tous venus en véhicule aujourd'hui. Je ne sais pas si ça aurait exactement la même saveur si nous étions en visio ou avec des avatars. Voilà, je pense que les choses vont évidemment évoluer, mais qu'il y aura toujours des véhicules demain qui seront sans doute utilisés différemment. Mais il y aura des véhicules demain. Oui, il y aura, mais pour vous, quelle place en fait pour la voiture individuelle dans cette multimodalité? Elle ne sera peut-être pas totalement individuelle. C'est-à-dire que nous, on imagine assez bien... Individuelle et partagée. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. L'avenir pour vous, c'est ça. Mais on voit des véhicules qui puissent appartenir à des organisations, mais on voit aussi des véhicules appartenant, ou en tout cas loués par des particuliers, donc des véhicules individuels, mais qui n'auraient pas un usage exclusif et individuel en permanence, et qui puissent intégrer au cas par cas, et c'est vrai dans les entreprises aussi, et on commence, nous, à proposer ça à nos clients, qui puissent occasionnellement faire partie d'une plateforme d'autopartage. Une autre question. À propos des drones, on voit Amazon travailler sur de la livraison à domicile. Est-ce souhaitable? Qui veut réagir? Je peux apporter. Alors, en fait, on travaille beaucoup également pour le monde du transport de marchandises et pas uniquement pour le transport de personnes. Donc aujourd'hui, il y a une organisation assez traditionnelle avec des camions, des camionnettes qui rentrent en centre-ville. Je pense que le drone, en fait, c'est la multimodalité du déplacement du colis. Et donc, de la même manière qu'on a la multimodalité des personnes, ces tendances vont arriver et vont forcément se développer de manière importante. Et je voulais peut-être juste rajouter un mot sur la question précédente. Je pense, sans vouloir faire écho au débat qui agite la société française actuellement, je pense qu'il y a quand même une vraie différence entre la mobilité en milieu urbain, qui peut être extrêmement bien desservie en multimodalité, et des zones un peu plus rurales, où je pense que même si la voiture devient électrique, autonome, etc., le besoin de voiture va demeurer pendant encore une grande période. Donc je pense qu'il faut aussi regarder de manière plus fine, démoyenniser un petit peu le raisonnement. Oui. Justement, je voulais aussi revenir sur ce sujet-là parce que, est-ce que vous pensez, on parle de toutes ces avancées technologiques, techniques, et on parle que de la ville et des jeunes? Ou c'est quoi? Ou vous voyez qu'il y a quand même, on fait aussi attention au territoire, aux personnes âgées? Non, mais dans vos réflexions? C'est évidemment un sujet très important pour une entreprise comme la SNCF. On dit souvent que la nation française a été bâtie par deux choses, le chemin de fer et le service militaire, de manière concrète. La nation est née comme ça. Parce que la SNCF et ses ancêtres, les compagnies ferroviaires, irriguaient le territoire, et donc le maillage territorial était très important. Aujourd'hui, il y a 30 000 km de lignes, il y en avait 2 fois plus il y a 50 ans. Demain, évidemment, la logique n'est pas de fermer des petites lignes. Parce que fermer des petites lignes, ça accroîtrait ce qui est évoqué, qui est une forme de désertification et de l'obligation de prendre sa voiture, parce que même les lignes de chemin de fer ne sont plus là. En revanche, la multimodalité peut aider dans le sens où quand vous avez une compagnie comme la SNCF qui se coopère et qui a des partenariats avec d'autres entreprises comme Blablacar par exemple, qui va développer l'offre de Ouibus qu'on a revendu à Blablacar sur une logique beaucoup plus de l'offre et de la demande. Là, vous pouvez aller plus profondément dans les territoires peu irrigués par les transports publics. Parce qu'en réalité, puisque c'est l'offre et de la demande, les trajets seront corroborés à la demande qui pourra être faite par les utilisateurs. Je donne un exemple. Notre plateforme qu'on va avoir donc, commune avec Blablacar, Ouibus, SNCF, permettra par exemple de prendre une logique de train, puis d'aller assez loin de la gare dans des territoires plus périurbains ou voire totalement ruraux. Et là, pour le coup, la multimodalité peut aller jusque-là. Et la multimodalité n'est pas du tout réservée qu'aux villes, elle doit plutôt
aider à irriguer un territoire qui ne peut pas être couvert à 100% par le chemin de fer, par exemple. Mais je pense même que l'idée de multimodalité n'est pas simplement qu'il y a une connexion et que les différentes solutions sont les unes après les autres dans une chaîne. Mais je pense que l'enjeu pour nous tous, c'est d'avoir une palette de solutions la plus large possible, parce qu'effectivement, les besoins et les réalités sont assez différentes, qu'on soit en milieu rural ou en ville, selon les âges, selon les besoins. Et donc, je pense que plus on aura de solutions, plus on sera certain de pouvoir répondre à l'attente de mobilité de chacun. Ouais. On a une question en anglais. Will it be easier to cross borders within Europe tomorrow? More railways line between France and EU countries? More solutions for freight transport, fuel payment solutions, and what about Brexit? Bon, beaucoup de questions. Je pense qu'on pourrait passer des heures. Merci beaucoup pour la question. Elle est très vaste. Qui veut commencer? Je peux commencer par un premier élément pour le déplacement professionnel. Il existe déjà, et donc Edenred propose ce type de solution, des solutions de paiement qui vous permettent de faire le plein d'essence, quel que soit le pays européen dans lequel vous vous trouviez, de régler les frais de péage, parce que beaucoup de pays européens ont mis en place des systèmes de péage, quel que soit le pays que vous vous trouviez. Et ce qu'apporte une société comme Edenred, c'est d'envoyer à l'employeur une facture où il va retrouver très facilement les transactions de tous les pays, etc. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui existent sur ce sujet. Vous voulez? Moi, je pense qu'effectivement, il y a sans doute un besoin qui n'est pas encore complètement couvert, de pouvoir, on l'évoquait tout à l'heure, faire un trajet en différents points et d'être certain que ces différents points puissent être sur différents territoires. Je pense que les solutions sont en train de se mettre en place aujourd'hui par pays et qu'il va falloir qu'on arrive à faire ça au-delà des frontières et que ce n'est pas encore tout à fait fait. Voilà. Sur le rail, en fait, d'abord, historiquement, le rail a été un des moyens de rapprocher les pays. Souvenons-nous d'Orient Express, qui, en 1883, dans une période de nationalisme très fort, on a un inventeur assez génial qui, par le rail, réussit à réunir des pays qui vont de la France à la Turquie, en passant par l'Allemagne, l'Autriche, etc. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup à faire pour que l'Europe du rail soit encore plus puissante, mais il y a des solutions, notamment avec Rail Europe, qui vous permettent de voyager de manière quasiment illimitée avec des forfaits en Europe et de prendre différentes lignes de train. Donc ça existe, c'est vrai qu'il faudrait le pousser davantage, puisque de la même manière que le rail a fondé la nation française, le rail pourrait aussi fonder davantage la nation européenne. Moi, par exemple, je vais en Allemagne régulièrement, donc j'ai abandonné un peu le train parce que ça prend 6 heures. Donc le TGV allemand ne peut pas aller vite sur les rails français et l'inverse, il faut même changer à Kiel le train. Donc c'est quand même le pays juste à côté. C'est vrai. Hein? Donc, c'est vrai. Bon, voilà, je continue avec quelques questions parce que c'est la mobilité verte qu'on va aborder maintenant. C'est un sujet, je pense, très important. As the airline traffic has a large impact on the climate system, what alternatives could be developed in the near future? Train. Évidemment. Non, mais, ce qu'on peut voir, par exemple, sur les émissions de CO2, c'est que le train est 30 fois moins polluant que la voiture individuelle, 20 fois moins polluant que l'avion. Donc ça, c'est déjà une réalité. 85% du réseau est électrique, et pour les trains qui restent au diesel, ils vont devenir hybrides, voire à hydrogène. Donc en fait, on voit qu'un des enjeux quand même du verdissement des déplacements, c'est de prendre le train. Ouais. En réalité. C'est une vraie alternative. Parce que sinon, il y a aussi des extrêmes qui peuvent dire, pour ne plus polluer la planète, ne nous déplaçons plus. Ne faisons les avatars que Ferrel évoquait, faisons que du télétravail, ne nous déplaçons plus, comme ça, au moins on ne polluera pas. Nous, on maintient que le train est la solution pour des déplacements qui sont plus écologiques, moins polluants pour la planète, etc. Mais, et on revient à l'intermodalité, le train seul ne peut pas y répondre parce que vous n'avez pas la logique de praticité qui vous permet d'aller d'un point A à un point B. C'est pour ça que le train doit être dans une espèce de logique de partenariat et de connexion avec d'autres mobilités pour être réellement désirable. Et donc le train, à mon avis, ça doit être une des colonnes vertébrales absolues des déplacements dans ce pays. Simplement, encore faut-il qu'il puisse se connecter facilement à d'autres mobilités pour être évidemment le plus pratique possible. J'ai une question. Est-ce que vous aurez une solution pour les véhicules électriques?
Antoine? Alors, nous avons déjà une solution pour les véhicules électriques. Vous avez toujours une solution, en fait. Bah, écoutez, on essaye, mais il y a encore plein de choses à inventer, je vous rassure. On a peut-être juste un mot quand même pour faire le lien sur le véhicule électrique avec les sujets environnementaux. Parce que le véhicule électrique est vraiment quelque chose qui présente une avancée très importante et qui permet notamment à la fois de réduire la pollution au milieu urbain, mais également de réduire également des coûts d'exploitation, puisque typiquement pour parcourir 100 km, ça va coûter 2 ou 3 fois moins cher de le faire avec un véhicule électrique qu'un véhicule normal. En revanche, en l'état actuel des technologies, il y a encore des contraintes d'autonomie du véhicule, de temps de recharge de la batterie, etc. Donc, on voit que des particuliers et des entreprises commencent à s'équiper, même si c'est encore relativement modeste, je dirais. Aujourd'hui, c'est peut-être 1 à 2% des ventes annuelles de véhicules qui sont faites en électrique, mais ça va se développer. Et effectivement, pour les gens qui ont un véhicule, ils disposeront d'une carte qui permet de s'accrocher à une borne de recharge en ville ou dans un parking ou au supermarché pour charger la voiture. Et le principe des tickets restaurants, en fait, moi je connais Edenred pour ça. Est-ce qu'on peut imaginer le même principe pour justement une carte mobilité? Oui, absolument. C'est bien une carte, voire une application mobile, puisque de plus en plus on passe de la carte. Ça fait has-been de dire une carte. On en a encore beaucoup, je vous rassure, mais on travaille également beaucoup sur le paiement mobile. Oui, le principe, vous avez un compte en fait qui vous permet d'accéder à un grand nombre de services. Et c'est vraiment ça la simplicité au quotidien pour éviter de devoir sortir 3 ou 4 cartes différentes, avoir oublié une carte chez soi, etc. Donc on travaille vraiment sur la simplicité d'usage pour que les gens n'aient pas à se préoccuper de comment ils vont régler le carburant ou recharger leur voiture. Et vous, Feriol, vous voyez une tendance vers la mobilité verte? Ou est-ce qu'il y a encore des freins? Est-ce que vous proposez? Alors les deux. Il y a une tendance vers la mobilité verte et il y a effectivement des freins. Peut-être pour commencer sur le véhicule électrique dont on parlait à l'instant, c'est sans doute pas la réponse à tout. Le véhicule électrique sera la réponse à un certain nombre d'usages, sans doute pas à tout. Je pense que la première solution que nous avons aujourd'hui pour le véhicule électrique, c'est la location. Parce que le véhicule électrique il coûte plus cher à l'achat. Et donc, l'achat est clairement un frein au développement du véhicule électrique. Par contre, si on regarde ce que Antoine mentionnait à l'instant, si on regarde le coût global d'utilisation d'un véhicule électrique, et donc si on passe à la location, on arrive à le rentabiliser quelque part. Donc ça, c'est la première solution. Ensuite, nous, ce qu'on voit depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de mois et qu'on voit toujours aujourd'hui, c'est qu'il y a des freins, effectivement, à l'adoption d'un véhicule électrique. Et on essaye progressivement de mettre dans les solutions qu'on propose à nos clients de quoi lever ces freins-là. Alors, on a noué un partenariat pour aider nos clients à s'équiper en batterie, parce qu'une fois qu'on a acheté un véhicule, il faut quand même le recharger. Donc, il faut trouver le moyen dans l'entreprise ou chez le collaborateur de pouvoir le recharger efficacement et simplement. On a aujourd'hui permis à nos clients qui font le choix d'un véhicule électrique de pouvoir, quelques jours ou quelques semaines dans l'année, louer un véhicule thermique de manière à résoudre effectivement qui permettent de lever ces freins parce qu'il y a des freins. Et puis au-delà du véhicule électrique, ce qu'on voit, c'est un sujet évidemment d'actualité, mais on voit bien qu'il y a un peu d'injonction contradictoire, sans parler d'électrique, mais juste de véhicule thermique, ne serait-ce qu'entre le véhicule essence et le véhicule diesel. Et donc, oui, il y a quelques freins, notamment pour l'entreprise, parce qu'il y a une volonté affichée des pouvoirs publics et de nos clients entreprises de diminuer la part du diesel qui est très élevée en France. Mais on voit bien qu'il y a encore un certain nombre de freins, notamment fiscaux, qui ne permettent pas totalement d'aller dans ou aussi vite que tout le monde le voudrait dans cette direction-là. Donc il y a une tendance, mais il y a aussi un certain nombre de freins. Et qu'en est-il du véhicule hydrogène aujourd'hui? Alors, le véhicule à hydrogène, c'est vraiment une technologie qui est extrêmement intéressante d'un point de vue environnemental et qui peut-être dans 10 ou 20 ans remplacera le véhicule électrique au moment où le véhicule électrique arrivera à maturité. En fait, une voiture à hydrogène, c'est une voiture électrique, mais dont la source d'énergie est embarquée à bord, puisque à bord, il y a une pile qui est alimentée par de l'hydrogène. Donc, c'est une technologie qui est formidable parce qu'on sait fabriquer de l'hydrogène très facilement. Et quand l'hydrogène passera dans cette pile, on va dégager de l'eau.
Donc l'eau ne pollue pas. Donc ça, c'est formidable. En revanche, aujourd'hui, il y a des problèmes d'infrastructure. Si vous aviez une voiture à hydrogène, il faudrait des stations-service qui peuvent vous donner de l'hydrogène. Et aujourd'hui, déjà l'électrique, on n'a pas assez de bornes. Voilà, L'hydrogène, donc en fait, alors je ne suis pas devin, mais ce qui peut arriver, c'est que je pense que l'électrique va monter en puissance dans les 10-15 années qui viennent. Mais il est possible que dans 10-15 ans, à un moment, d'autres technologies comme l'hydrogène ou d'autres, il existe d'autres sources d'énergie pour les véhicules, prennent le relais. Parce que le véhicule électrique, si on prend un tout petit peu de recul, a quand même quelques inconvénients pour l'environnement également. C'est-à-dire qu'en fait, on résout le problème de pollution urbaine, donc ça c'est formidable pour notre santé, la santé de nos enfants. En revanche, il faut produire de l'électricité. Donc il y a des pays qui ont des centrales à charbon. Donc si vous augmentez le nombre de centrales à charbon pour alimenter les voitures électriques, vous déportez le problème. Et puis, fabriquer une batterie, c'est quelque chose de très polluant. Il faut extraire des minerais rares. Et donc, il y a des immenses carrières en Afrique, en Chine, à ciel ouvert, qui sont un peu des massacres environnementaux, si vous me passez l'expression. Donc, beaucoup de challenges quand même sur l'électrique. Si on imagine que l'électrique devienne la voiture de Monsieur Tout-le-Monde et qu'on regarde toute la chaîne, le bilan n'est pas si favorable. Je vois que vous envoyez beaucoup de questions. C'est un sujet qui intéresse beaucoup, la mobilité, le futur de la mobilité. Mais nous sommes avec un public et donc je voudrais laisser la parole quelques minutes à notre public. Donc, qui veut poser une question? Moi, je veux bien. Oui. Attendez, je vous donne un micro. Merci. Donc, je suis Philippe Chotard du groupe Edenred. Je voudrais vous poser une question sur l'interface utilisateur. En tant qu'utilisateur, on souhaite accéder à tous ces services rapidement, quand on en a besoin et de manière simple. Donc, quelle est votre position sur l'utilisation d'une interface universelle pour accéder aux services? Et le deuxième point de ma question, c'est comment intégrez-vous les besoins d'accessibilité de certains utilisateurs dans le développement d'outils digitaux? C'est pour nous deux. Alors d'abord, vous avez raison de poser la question de l'interface, parce que la SNCF a eu tendance, au fur et à mesure de son développement technologique et digital, de multiplier les applications. Et ça, c'est vraiment problématique, parce que quand vous avez beaucoup d'applications différentes en fonction de ce que vous souhaitez faire, évidemment, c'est quand même difficile d'avoir une logique de facilité d'usage, etc. Aujourd'hui, on ramène progressivement les usages à deux choses. C'est l'application SNCF qui a été téléchargée 11 millions de fois et qui est en gros l'information. Si vous voulez avoir une information sur les trains, sur les retards, etc., c'est cette application. Et si vous voulez acheter, c'est oui.sncf. Donc, vous avez ces deux applications qui existent. Un des enjeux pour nous, et notamment avec la création de l'assistant personnel de mobilité, c'est de tout réunir en une seule application et avoir une interface beaucoup plus simple pour le voyageur qui a à la fois l'information et la possibilité de payer et d'acheter dans une seule et même application et de faire en sorte que l'on fasse disparaître progressivement toute autre application, qu'elle soit locale ou avec une fonctionnalité particulière. Sur la question de l'accessibilité, c'est quelque chose que l'on développe beaucoup. Alors, il y a évidemment l'accessibilité en dur. On met 1 milliard d'euros dans les prochaines années pour rendre plus accessibles encore les gares. Mais l'accessibilité, on développe aussi beaucoup l'accessibilité de notre outil digital. Et donc, notamment dans la partie d'intelligence artificielle sur oui.sncf, on souhaite développer aussi une intelligence artificielle accessible, c'est-à-dire auditive, pour permettre effectivement d'avoir cette logique d'accessibilité aussi par le digital et pas seulement une accessibilité en dur. Moi, je voudrais juste rajouter que sur la partie qui nous intéresse, nous, il faut bien reconnaître que pendant longtemps, les loueurs que nous sommes, nous étions davantage focalisés sur nos clients. On rattrape ce retard et depuis quelques mois et quelques années, on accompagne beaucoup plus les conducteurs qui sont dans nos véhicules. On a aujourd'hui une application MyArval mobile qui permet non seulement au conducteur de gérer son véhicule et les services que j'ai mentionnés
en début tout à l'heure depuis son application, mais au fur et à mesure de rajouter des services. Le prochain qui sera ajouté, par exemple, est la capacité du conducteur, depuis son application, de réserver un parking de surface ou souterrain, et donc de faciliter l'utilisation du véhicule jusqu'au parking, et tout ça depuis une seule et même application. Mais c'est vrai que l'interface utilisateur est devenu quelque chose d'absolument fondamental pour concentrer en un seul endroit tout ce qui lui rend service. Une deuxième question? Peut-être, oui. Bonjour, Julien Raymond du groupe Edenred. J'ai été très intéressé par tout ce qui a été dit autour du véhicule autonome, à plus forte raison que je suis moi-même en train de passer mon permis de conduire. Je fais partie de ces gens qui le passent très tard dans leur vie. Si on a beaucoup parlé du véhicule, on n'a pas beaucoup parlé des infrastructures et de l'équipement, notamment les routes sur lesquelles roulent les véhicules, la signalisation, les feux tricolores. Est-ce que vous pensez que tout cet équipement-là est adapté au développement du véhicule? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être un frein à la popularisation et au développement de ces nouvelles solutions? Aujourd'hui, je pense que tous les constructeurs et les sociétés de technologie qui travaillent sur ce sujet travaillent dans le but de s'intégrer avec les infrastructures existantes, car autrement, si on imagine qu'il faut refaire les routes, les ronds-points, etc., effectivement, on en a pour 50 ou 100 ans. En revanche, on peut imaginer que dans des cas particuliers, on fabrique de nouvelles infrastructures. Je pourrais citer un exemple. Pour les fameuses voitures électriques dont on parlait juste avant, il y a des gens qui pensent qu'on pourrait faire des autoroutes qui rechargent la voiture par induction lorsqu'elle roule dessus. Donc en fait, vous pourriez rouler 1000 km et la voiture se recharge au fur et à mesure où elle avance. Donc là, forcément, alors, des prototypes existent, la technologie existe. Après, il y aura des sujets d'investissement, de retour sur investissement, etc. Mais oui, on peut imaginer que peut-être, si je prends un temps un peu long, dans 30 ans, dans 50 ans, on ait des infrastructures nouvelles et adaptées à des technologies totalement nouvelles. Peut-être juste pour compléter, je partage ce que disait Antoine sur la nécessité pour les constructeurs de prévoir que les infrastructures restent globalement telles qu'elles sont. Néanmoins, on voit que le sujet d'aujourd'hui est très large, mais il y en a un autre qui est sans doute lié à la mobilité, qui est celui des smart cities. Et on l'a un peu évoqué quand on parlait du véhicule électrique, il y a un enjeu ou même de l'hydrogène, il y a un enjeu très fort pour le développement de ces nouvelles mobilités, un enjeu très fort sur l'infrastructure. Il faut une infrastructure de borne de recharge. Il faudra demain, si on veut que l'hydrogène se développe, une infrastructure de charge hydrogène. Et de manière plus globale, je pense que si on veut pouvoir demain, dans nos villes, exploiter tout le potentiel de ces nouvelles mobilités, et notamment du véhicule autonome, il y aura quand même des choses à faire. Et il y a une connexion avec le sujet de Smart Cities qui me semble absolument fondamentale. Est-ce qu'il y a encore une question de la salle? Peut-être une dame? J'ai l'impression que la mobilité est une affaire d'hommes. Déjà 3 hommes sur... La mobilité, on l'a dit depuis très longtemps, en tant que femme. Qui veut? Non? Vous voulez poser une question? Vous n'avez pas... Alors, à vous. Tout à l'heure, on parlait de la mobilité connectée. Est-ce que demain, on peut espérer un train connecté dans lequel on pourra travailler et utiliser, et dans lequel on pourra utiliser le réseau Wi-Fi ou des tablettes, comme on a évoqué tout à l'heure? Oui, ça c'est vraiment notre enjeu, c'est de couvrir d'ici 2 ans l'intégralité du réseau TGV en Wi-Fi de bon niveau. Donc ça, on a vraiment conscience de cela. On développe aussi de plus en plus des lieux de coworking dans les nouvelles gares que l'on crée, parce qu'on se rend compte que les gares ne sont pas un lieu hors sol où on ne fait qu'attendre son train, on fait des achats, on peut aussi avoir une logique de travail à distance, et donc de plus en plus, on prend en compte cette logique de mobilité professionnelle où les gens doivent continuer à pouvoir travailler. Et c'est d'ailleurs pour nous, par rapport à l'avion notamment, un avantage compétitif important, puisque quand vous prenez l'avion, vous avez beaucoup de ruptures de charge et votre temps utile, en réalité, qu'il soit professionnel ou de loisir, est plus réduit. Par rapport au train, encore faut-il que le train puisse offrir la Wi-Fi, l'ergonomie de la tablette et éventuellement l'espace de coworking en gare. Donc c'est vraiment un axe très important de développement, à la fois d'un point de vue architectural et d'aménagement des gares, mais aussi effectivement des services offerts à bord des trains.
Bon, il est temps de conclure maintenant. Donc, je voudrais terminer avec une question pour tout le monde. Comment est-ce qu'on va se rendre au travail dans 10, 50, 100 ans? Peut-être chacun rapidement. Et un mot de conclusion. Ah. Qui veut commencer? 100 ans, je pense qu'on commence à sortir de ce qu'on arrive à voir. Il y a 100 ans, on était en 1918. Et je pense qu'ils auraient eu beaucoup de mal à imaginer tout ce qui se passe déjà aujourd'hui. Donc je ne me risquerai pas à répondre à la question pour 100 ans. Mais dans 10 ans, je reviens finalement à quasiment votre première question. Je pense qu'il y aura toujours beaucoup de voitures parce qu'on n'arrivera pas à remplacer la voiture dans tous ses usages d'aujourd'hui. Mais on sera sans doute beaucoup moins qu'aujourd'hui dans un usage individuel et qu'il y aura sans doute un peu plus d'individus, de personnes à bord lorsqu'ils continueront à prendre leur voiture pour aller au travail. Merci. Moi, j'espère que les clients et les citoyens prendront de plus en plus le train, que le train ne sera plus que 10% des parts des modalités, des mobilités, mais 20, 30, 40%. Ce que je crois quand même, c'est qu'il y a des tendances sociétales assez lourdes qui montrent que, par exemple, le télétravail se développe très fortement et est de plus en plus accepté, que les espaces de coworking sont de plus en plus importants et que, par ailleurs, la dimension de profession salariée bouge. Donc le travail, se rendre au travail dans 50 ans, ça dépendra aussi de ces évolutions-là et on aura de moins en moins le modèle de l'entreprise avec tous les salariés dans un seul espace, même s'il est en open space. Donc les transports, pour vous répondre, devront en fait accompagner en grande partie, même s'ils peuvent aussi devancer, ils accompagneront ces évolutions sociétales. Et donc je pense que demain, dans 50 ans, l'entreprise unique avec tous ses salariés à l'intérieur, ça risque d'être pas mal secoué. Donc il y aura toujours des déplacements, moi je rejoins ce que dit Ferrol, il y aura toujours besoin de voitures, il y aura toujours besoin de moyens de transport, mais il faudra aussi que les transports accompagnent ces évolutions du marché du travail, ces évolutions sociétales, puisque le travail va changer dans les années qui viennent. Antoine. Peut-être pour conclure, enfin, quand on regarde toutes les tendances qu'on a évoquées aujourd'hui, je pense que peut-être le rêve que l'on peut partager tous ensemble aujourd'hui, c'est que grâce à toutes ces innovations, toutes ces technologies, le transport devrait devenir plus rapide, plus confortable, moins cher, moins polluant. Ouais. Et donc, ce qui est aujourd'hui quand même un vrai problème pour une grande majorité d'entre nous, est un problème qui va être progressivement résolu par toutes ces technologies. Donc moi, je suis très optimiste pour l'avenir. Ouais. Super. C'est vrai. Pardon, j'ai une dernière idée là-dessus, parce que Antoine le souligne et c'est très juste. Une citoyenneté active, c'est l'éducation, le logement, la santé. C'est de plus en plus la mobilité. C'est de plus en plus la mobilité. Et demain, si on veut effectivement qu'il y ait une part de citoyenneté active pour tous, il faut que les transports soient pour tous le plus possible. Donc ça passe par le low cost, ça passe par plein de choses, mais c'est vraiment un enjeu de société et de citoyenneté très, 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 très fort. Merci beaucoup à vous trois. Un grand merci à vous tous d'avoir envoyé autant de questions. Grand merci à notre public également. Donc, il est temps de conclure maintenant ou de terminer. Donc, vous pouvez retrouver cette table ronde en replay sur le site www.letstalkmobility.net et la discussion se poursuit tout de suite sur les médias sociaux avec le hashtag Let's Talk Mobility. Donc, donnez-nous votre avis. On compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.